Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pourrait bien changer votre regard sur l'apprentissage et sur l'échec. Qui apprend le mieux ? Celui qui réussit tout du premier coup ou celui qui s'est trompé, qui a expérimenté, qui a dû comprendre pourquoi ça ne marchait pas ? Dans notre système éducatif, et même en entreprise, l'erreur est souvent sanctionnée. Pourtant, elle est un levier puissant d'apprentissage. Se tromper permet de comprendre l'impact de nos choix et de mieux ancrer nos connaissances. Aujourd'hui, je reçois Laurent Onneau, dirigeant de Ludicius et doctorant en sciences de l'éducation, qui va nous expliquer pourquoi et comment intégrer l'apprentissage par l'erreur dans nos formations. Bonne écoute! Bonjour Laurent et bienvenue. Bonjour Anne-Marie, merci de me recevoir. Eh bien, je suis ravie de t'accueillir à nouveau dans le podcast, puisqu'il y a 1 an et demi à peu près, donc nous avions déjà enregistré un épisode intitulé « Favoriser l'engagement grâce au Serious Game » et c'était l'épisode 67. Tu t'en souviens ? Le temps passe vite. Tout à fait. Je m'en souviens très bien. Et aujourd'hui, on va donc voir que l'erreur n'est pas un échec, et que, au contraire, c'est une opportunité d'apprendre plus en profondeur. C'est une vraie conviction qui t'anime là-dessus. Absolument. Alors, pour commencer, écoute, comme d'habitude, tu connais, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore ? Mais avec plaisir. Je suis donc Laurent Onneau et je suis doctorant en sciences de l'éducation. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent parce que avant ça, en fait, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Ludicius depuis 1 an. On a changé de nom, on s'appelait avant Succubus Interactive. Entreprise donc fondée il y a 23 ans. On vient de fêter mardi dernier notre anniversaire, nos 23 ans. Voilà, et j'ai fondé cette entreprise. J'étais encore étudiant en fait à l'époque. Pas un très bon étudiant, redoublé pas mal de fois et j'ai fini par avoir mon diplôme. Mais voilà, j'ai trouvé que le système d'éducation manquait d'adaptation aux apprenants. Et donc je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à faire là-dedans. Et donc, j'ai fondé cette entreprise qui s'occupe de faire des serious games, des jeux sérieux, donc du digital. On fait que ça et on développe des modules principalement de formation, mais aussi de sensibilisation, de valorisation, d'évaluation, à toutes les thématiques qui peuvent être pertinentes. Et donc, on est très 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 horizontaux. Voilà, on est l'entreprise pionnière. On était les premiers à faire ça. Le mot n'existait même pas à l'époque. Et puis, il a apparu en 2007, 5 ans après. Donc, on appelait ça des jeux d'entreprise en 2002 quand on a créé la boîte. Et voilà. Et le marché s'est consolidé autour de nous. Et donc, on est là depuis tout ce temps-là, avec pratiquement 200 projets maintenant. Ouais, un beau parcours, Laurent. Bravo. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, donc, pour introduire notre thématique, un moment où tu as appris grâce à une erreur ? Il y en a tellement. Il y en a tellement. En fait, il y en a tous les jours. Et moi, dans mon rôle de chef d'entreprise, je suis très horizontal. J'ai un rôle aussi bien en innovation, en production, en recherche et développement, en gestion de projet, qu'en commercial ou en marketing. Alors, les erreurs qui parlent à tout le monde, c'est sur l'approche commerciale. Quand on ne gagne pas un contrat, il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Comment ça se fait qu'on l'a pas gagné ? Ça, c'est une erreur qui coûte parce qu'on a passé du temps, on ne gagne rien derrière, mais c'est un très très bon exemple. On peut en avoir plein d'autres sur la gestion de projet, des erreurs de gestion de projet qui font qu'on estime mal, par exemple, le temps qu'on va devoir passer pour quelque chose. C'est pareil, ça peut être une erreur qui coûte si jamais on travaille au forfait et qu'il faut compenser et passer plus de jours.
en ressources humaines, un mauvais recrutement, ou au contraire quelqu'un qu'on réussit pas à fidéliser. Enfin voilà. Donc des erreurs, il y en a vraiment partout. Est-ce qu'il y en a une en particulier de marquante? Pas vraiment. Je pense que l'important, au contraire, c'est même d'en avoir le plus possible et qu'elle soit le moins marquante possible, et que en fait, on puisse vivre avec, prendre l'habitude de vivre avec, et donc, ben voilà, marquante. Pour moi, c'est presque un mauvais qualificatif pour une erreur. Oui, parce que c'est les erreurs qui nous permettent d'avancer quelque part. On apprend de Exactement. nos erreurs. Et selon toi, pourquoi notre système éducatif, et même professionnel, sanctionne-t-il autant l'erreur? Parce qu'on a vraiment cette différence entre la culture française, je dirais, et la culture américaine. Donc pourquoi chez nous, se tromper quelque part, ce n'est pas très bien vu? C'est une question sociologique à laquelle il est hyper difficile de répondre. Je pense que comme beaucoup de choses, ça vient donc effectivement de la culture, et puis de la culture qui s'entretient. On continue comme on faisait avant. Alors comment ça se fait qu'un jour est arrivé ce système d'éducation qui est devenu aujourd'hui traditionnel, qui ne l'était pas à l'époque, où voilà, on envoie de la théorie et on sanctionne. Donc on sanctionne au sens littéral, c'est-à-dire pas forcément ni en bien ou en mal, mais on sanctionne par un examen le fait que voilà, l'apprentissage, l'éducation a eu lieu ou n'a pas eu lieu. C'est sûr que c'est très embêtant. Alors, est-ce que les anglo-saxons sanctionnent moins? Clairement, professionnellement, quand on est entrepreneur, oui, c'est clair. L'erreur est vachement, au contraire, reconnue là-bas. Par contre, dans une entreprise, on peut se faire virer très vite à la moindre première erreur, alors que nous, dans notre système, on va plutôt avoir une protection. Et pareil, dans le système éducatif, c'est très compétitif en outre-Atlantique, et ça l'est beaucoup moins chez nous. Je pense que effectivement, on s'enterre dans une facilité qui est pour un enseignant de simplement reproduire un système où il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, et surtout il n'y a pas d'adaptation. Donc on peut sanctionner de la même façon tout le monde en masse, en bien ou en mal. Et donc c'est beaucoup plus reposant d'être sur un système facile comme celui-là. C'est la réponse que j'apporterai à cette question. Merci. Et selon toi, comment est-ce que l'erreur peut devenir justement un levier d'apprentissage? Comment est-ce qu'on peut s'en servir? Mais tu vois, tu le disais dans le titre au début, l'erreur n'est pas l'échec. Ça, je pense que c'est le premier point le plus important à comprendre. Peut-être que justement les anglo-saxons ne sanctionnent pas l'échec et sanctionnent l'erreur. En tout cas, il y a vraiment une différence à mettre entre les deux. Et un échec, c'est toujours mal vécu. Ça aide pas tellement à avancer. Quand on comprend que l'échec est composé d'erreurs, on peut commencer à regarder les erreurs, et puis on peut commencer à les analyser. La question est somme toute relativement facile. Comprendre notre erreur et ce qui a emmené, ou nos erreurs et ce qui a emmené à un échec, permet de ne pas les reproduire, et donc voilà, l'apprentissage il est fait immédiatement. Alors le transformer en levier, ça veut dire que il faut l'intégrer à l'intérieur d'un processus d'apprentissage. Ça veut dire qu'il faut l'avoir conçu. Il faut avoir conçu l'apprentissage en utilisant l'erreur dedans. Ça se fait de plusieurs façons, mais le principe fondamental, c'est de l'accepter, de le permettre, de le laisser venir, et de valoriser l'erreur. Donc, je pense que c'est vraiment la réponse que je donnerais à cette question, c'est d'emmener un dispositif d'apprentissage à inclure des possibilités d'erreur, et qu'elles soient valorisées. Ça va permettre de voir les conséquences. Donc, évidemment, il faut que ce soit utile, l'erreur. Il ne faut pas juste que ce soit une erreur pour dire vous vous êtes trompé. Il faut que l'erreur emmène à pouvoir typiquement constater les conséquences. Et donc, on va se retrouver dans un schéma qu'on va appeler expérientiel. C'est ce qui vient un petit peu des principes de la recherche, de la science, autour des travaux de Jean Piaget, et qui consiste à faire essayer et voir ce qui se passe quand on fait d'une façon ou quand on fait d'une autre. Et justement, là, tu parles de la recherche. Est-ce qu'il y a d'autres principes issus de la recherche qui vont aider à concevoir des dispositifs pédagogiques en intégrant justement cette dimension erreur? Alors oui et non.
Si vraiment on parle de l'erreur, en fait non, pas vraiment. C'est ma façon à moi de l'aborder. On parle beaucoup plus d'expérience et ça tourne principalement autour de la psychologie. C'est beaucoup plus des sciences psychologiques, de la psychologie que des sciences de l'éducation qui ont mené des travaux sur tout ceci. Après, si on considère la capacité d'apprendre de l'être humain d'un point de vue vraiment purement neurologique, on se rend compte que apprendre sans comprendre est quelque chose de beaucoup plus difficile. C'est quelque chose sur lequel si on doit limiter, on doit fractionner notre cerveau pour uniquement utiliser la fonction cognitive d'apprentissage, il va fonctionner beaucoup moins bien et finalement il va apprendre beaucoup moins bien. Alors que si on réussit à utiliser une certaine forme d'ergonomie neurologique où on va utiliser d'autres mécanismes cognitifs comme la compréhension, eh bien là, la partie de l'apprentissage, celle qu'en plus on cherchait à solliciter, va beaucoup mieux marcher. Ça signifie tout simplement essayer et voir ce qui peut se passer pour comprendre le mécanisme. Et une fois que le mécanisme est compris, ou en tout cas circonscrit, on se rend compte que l'apprentissage devient incroyablement plus facile. C'est tous ces principes-là qui vont être étudiés et principalement dans les sciences de la psychologie. Alors c'est très amusant pour moi qui suis justement en sciences de l'éducation et non pas en psycho, de me rendre compte que les bases de ces deux domaines de recherche sont complètement différents et finissent par se rejoindre et s'entrecouper. Et est-ce que tu as trouvé également des données qui expliquent aussi une différence entre une bonne et une mauvaise erreur? C'est très difficile de qualifier une erreur sur le fait qu'elle soit bonne ou mauvaise, ou alors on peut prendre la facilité et puis effectivement on peut qualifier une bonne erreur d'une erreur qui nous permet d'apprendre et d'une mauvaise erreur d'une erreur qui ne nous permet pas d'apprendre. En tout cas, si on replace vraiment dans ce contexte d'éducation et d'apprentissage. Et alors qu'est-ce que c'est que, si je repose la question, y a-t-il des erreurs qui nous permettent d'apprendre et des erreurs au contraire qui nous freinent ou qui nous permettent moins d'apprendre sur l'apprentissage? Je pense que freiner, non. À nouveau, erreur et échec, c'est deux choses différentes. Un échec peut nous freiner, ouais. Une erreur, normalement non, et en particulier si elle a bien été inclue. Donc j'ai encore envie de transformer cette question pour dire, existe-t-il une bonne pédagogie par l'erreur et une mauvaise pédagogie par l'erreur? Et là, oui, effectivement, la différence, c'est quand c'est prévu, quand c'est inclus et quand on a simplement expliqué les conséquences. Voilà. On s'est trompé. Si jamais on était dans la vraie vie et qu'on se trompait, que se passerait-il? Ça veut dire qu'on n'est plus en train d'apprendre pour dire quelle est la bonne solution, la mauvaise solution. On est en train d'apprendre en disant, vous vous trouvez dans cette situation-là. Vous avez différents choix qui s'offrent à vous. Lequel souhaitez-vous faire maintenant? Et donc on décale le modèle d'apprentissage sur de la pure théorie à finalement une forme de mise en pratique. Et donc, un bon apprentissage par l'erreur, une bonne pédagogie par l'erreur, c'est obligatoirement quelque chose qui passe par de la mise en pratique. Tu as déjà évoqué plusieurs fois la différence entre échec et erreur. Je pense que ce serait intéressant que tu nous donnes une définition. Quelle est la différence, quelque part, entre l'échec et l'erreur, selon toi? L'échec, c'est quand on n'a plus le choix, en fait. C'est quand c'est fini. Voilà. L'erreur, on a encore le choix. Une erreur, c'est quelque chose que l'on a fait et probablement dont on n'imaginait pas les conséquences. Voilà. Et donc des fois, on peut faire une erreur qui nous apporte de la chance et quelque chose qui se passe bien, mais voilà, on n'imaginait pas que ce serait ça. Alors qu'un échec, c'est forcément quelque chose qui se termine et qui se termine mal. Ça vient avec le mot. L'inverse, c'est une victoire. Donc voilà, les erreurs n'empêchent pas d'arriver à une victoire. L'échec, là pour le coup, ce serait l'inverse. D'accord, comme ça c'est plus clair. Et pourquoi est-ce que pour toi, tu en as parlé déjà tout à l'heure un petit peu du feedback, donc pourquoi est-ce que c'est essentiel de ne pas corriger l'erreur immédiatement et de laisser l'apprenant observer justement les conséquences de ses choix? C'est ce qui va lui permettre d'apprendre, j'imagine. Oui, on parle souvent de feedback décalé. Alors, c'est pas essentiel.
toute erreur ne doit pas forcément avoir une correction décalée qui arrive après. Déjà, on n'est pas obligé de corriger. On peut simplement dire que c'est pas forcément une erreur et puis constater l'impact que ça a. Mais là où on va avoir une efficacité la plus forte, c'est lorsque on permet à l'apprenant de tester, d'essayer par lui-même, et de façon à le responsabiliser, c'est-à-dire vraiment lui permettre de comprendre un maximum des impacts autour de son choix. Il va falloir lui laisser le temps de prendre du recul. Et pour ça, si on corrige immédiatement, si on dit bah voilà, le résultat du choix c'est ci ou c'est ça, on empêche ce mécanisme de se mettre en place. Il y a une deuxième chose, c'est que souvent, pour vraiment provoquer une conséquence, c'est pas souvent un seul choix, mais une conjonction de plusieurs choix. Et réussir à offrir cette possibilité d'expérimenter, de simuler, de jouer avec différentes combinatoires et différents mécanismes, c'est quelque chose de très très intéressant pour déclencher cette prise de recul, cet effet ah je comprends mieux, où là vraiment on a une illumination qui se passe chez nos apprenants. Ça c'est très très difficile à déclencher lorsqu'on corrige immédiatement après. Attention, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire des fois. Il y a quand même vraiment certains moments où c'est pertinent de dire bon ben voilà, bien tenté mais non, voilà ce qui se passe, ça marche pas. Maintenant vous savez pourquoi. Peut-être même on est dans une simulation où ce serait carrément, alors moi je fais des jeux donc ce serait un game over quoi. Voilà, vous avez déclenché une situation, je sais pas, on est en prévention des risques, vous avez déclenché un accident fatal, fin du jeu quoi. On recommence. Ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça fait prendre du recul d'une autre façon. On nous a carrément bloqué dans notre progression, on nous dit que c'est catastrophique, il faut recommencer au début, c'est une forme de punition, c'est des mécanismes qui marchent bien aussi, et la prise de recul va être faite. Mais l'objectif de ce feedback décalé, c'est de maximiser la prise de recul. Et dans ta conférence à Learning Technology, donc qui avait aussi pour thème l'apprentissage par l'erreur, donc tu as évoqué 3 piliers. Donc, pour une approche justement efficace de cet apprentissage par l'erreur. Est-ce que tu peux nous les donner et nous expliquer en quoi ils consistent ? Oui, complètement. J'en ai déjà donné 2 en fait là. Le premier dont je parlais, c'est cette approche de simulation où on va pouvoir expérimenter, tester, voir ce qui se passe. Ça, c'est ce qu'on appelle au sens large la liberté décisionnelle. La liberté décisionnelle, c'est une certaine forme de non-linéarité où on donne à l'utilisateur, à l'apprenant, différents choix, différentes décisions, et c'est lui qui choisit ce qui peut se passer. Donc idéalement, on en met plusieurs à la suite, et c'est ça ce qui nous permet justement d'avoir cette fameuse conjonction. Ça c'est vraiment le premier pilier. Ça signifie également que on souhaite donc cette mise en situation. Ça veut dire qu'on souhaite une narration. C'est quelque chose de fondamental. Il faut obligatoirement raconter une histoire, dire vous êtes telle personne, voilà la situation dans laquelle vous êtes, que souhaitez-vous faire maintenant ? Ça, c'est quelque chose qui est souvent absent des dispositifs de formation traditionnels, je dirais quasi systématiquement, et qui rien qu'à lui seul change la donne. Ça déclenche des possibilités d'apprentissage par l'erreur, ça déclenche aussi plein d'autres possibilités dont peut-être on reparlera ensemble dans 1 an et demi. Mais comme par exemple mais comme par exemple tout ce qui suit avec la pédagogie active, la notion de challenge et de gratification, les objectifs, voilà, ça c'est des choses qui sont très très intéressantes. Après le deuxième pilier, on vient d'en parler juste avant, c'était cette notion de feedback décalé. C'est quelque chose qui est important parce qu'en fait, on va vouloir possiblement regrouper plusieurs feedbacks en même temps. Ce qu'on dit souvent, j'ai pas vérifié dans la science, mais c'est que la moitié du message pédagogique passe lors des débriefs. Et que donc, quand on fait une mise en situation, on conclut cette mise en situation par un débrief pour s'assurer que on explique tout à l'apprenant. En fait, c'est complètement fou de se dire ça, que ce soit quelque chose qui est connu, et de voir que quand on développe des modules de formation, on passe si peu de temps dans le débrief. Oui, il y a un débrief, on sait tous qu'il faut faire un débrief, mais on fait quelque chose de très court, de très simple, de très rapide pour dire tac, 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 vous aviez bon, vous aviez pas bon, voilà ce que vous devez savoir. Nous, on va avoir l'approche complètement différente. On va faire une mise en situation, on va faire des feedbacks immédiats si jamais il en faut,
Et quand on peut, on va faire des feedbacks décalés, on va les laisser beaucoup plus tard pour le débrief. On va laisser la sauce monter un petit peu et on va livrer vraiment le résultat de la simulation complète lors d'une séquence de débrief qui va durer possiblement aussi longtemps que la séquence de mise en situation. Et donc on va se retrouver vraiment avec tous ces feedbacks décalés qui vont arriver là. Et cette séquence de débrief, on va typiquement la segmenter en deux parties. Une partie où justement on va restituer ces feedbacks décalés, mais avant ça, on va proposer le troisième pilier qui est la possibilité d'une auto-évaluation. Donc on va essayer dans le débrief de demander à l'apprenant est-ce que vous pensez que vous vous en êtes bien sorti? Puis il va dire oui, non, et éventuellement s'il dit non, on peut lui dire à quel moment est-ce que vous pensez que ça s'est mal passé? Et en fait on va lui permettre de se rattraper. Et ça, c'est ce qu'on appelle un débriefing bienveillant. Et c'est le troisième pilier, c'est complètement fondamental dans l'apprentissage par l'erreur, c'est de ne pas sanctionner négativement cette erreur. Au contraire. Et donc, on va l'encenser. Et on va laisser la possibilité à l'apprenant de faire un autre choix et de se rattraper. Quelque chose que j'aime bien demander aux gens, c'est à votre avis, quel est le meilleur élève? Est-ce que c'est celui qui a tout bon du premier coup? Ou au contraire, c'est celui qui s'est trompé à chaque fois et qui a vu les conséquences de chacune de ses erreurs. Peut-être que celui qui a tout bon, c'est par chance. Voilà. Peut-être qu'effectivement, il savait déjà les choses. Mais la question, c'est quel est le meilleur élève? Peut-être celui qui apprend le plus. Ce qui est certain, c'est que celui qui voit les conséquences de ses mauvais choix aura beaucoup plus d'informations que celui qui avait tout bon du premier coup. Donc, voilà ce qui est important, c'est de permettre de faire comprendre ce qui se passe si on fait mal. Et donc si quelqu'un répond bien, il faudrait peut-être lui dire « au fait, t'as bien répondu, c'est super, bravo, mais regarde ce qu'aurait pu se passer si jamais tu avais mal répondu. » Et ça fait également partie du débriefing, c'est de montrer, de valoriser évidemment les bonnes choses, mais d'expliquer ce qu'aurait pu se passer si jamais ça n'avait pas été un bon choix. Oui, parce que lorsqu'on va se tromper, du coup, on va intégrer le chemin qui aurait dû être suivi pour ne pas se tromper. Et je pense que c'est plus marquant pour la mémoire, pour le reproduire ensuite. C'est ça, on va l'ancrer beaucoup plus. Complètement, c'est exactement ça. Voilà. Et est-ce que tu as des outils à conseiller? En approche pédagogique, tu en as déjà parlé, la pédagogie plutôt active, mais est-ce que tu as des outils à conseiller justement pour faciliter cet apprentissage par l'erreur? Donc pour mettre en place ces différents piliers. C'est à mon sens une forme de révolution dans la façon de concevoir un dispositif pédagogique. Donc il n'y a pas de à mon sens, il y a pas une seule façon de faire. Malheureusement, on n'est pas encore assez avancé en fait sur ce sujet. Voilà, j'aurais pas malheureusement de méthode magique à proposer. Il y a vraiment une façon de comprendre, c'est on doit changer le modèle. On doit plus être descente de théorie, examen à la fin. On doit être sur de l'expérimentation et du débriefing. Donc rien que ça, c'est vraiment le fondement de l'apprentissage par l'erreur. Et s'il y a une méthode à mettre en place, c'est celle-là. Voilà. Après, il y a ce que j'expliquais sur la partie troisième pilier, le débriefing bienveillant. Voilà, deuxième méthode, favoriser très 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 fortement toute la partie débriefing. Et j'avoue, j'aimerais qu'il existe des outils magiques, des choses comme ça, ou des templates de méthodos qui permettent de dire voilà, je vais créer une formation, je vais intégrer l'apprentissage par l'erreur. On n'en voit pas, on n'en trouve pas. On est obligé dans mon entreprise d'inventer ces choses-là au fur et à mesure qu'on avance. On a beaucoup de projets, voilà. Et donc nous, notre grande méthodo au sens large, c'est 3 phases: contextualisation, mise en situation, restitution. Donc ça revient exactement à ce qu'on a dit. Dans la partie contextualisation, on va raconter une histoire, on va donner un objectif aux joueurs, puisque on se retrouve dans un jeu. Dans la mise en situation, on va le laisser vraiment faire ses choix, explorer différentes décisions possibles. Et dans la partie restitution,
restitution, on va livrer le résultat. Et ça, en fait, c'est une boucle. Et c'est la grande méthode au sens large, elle est là, c'est que on va pouvoir faire plusieurs itérations dans cette boucle. Et en fonction des différents choix qu'on a faits, on va avoir possiblement différentes nouvelles informations qui vont nous être livrées. Et on va continuer comme ça. Donc, l'outil, c'est cette petite boucle 1, 2, 3, contextualisation, mise en situation, restitution. Bon, autrement appelé briefing, simulation, débriefing. C'est quelque chose d'assez habituel. Et est-ce que pour illustrer cette boucle, tu pourrais nous raconter un exemple concret, justement, ou nous donner des liens que nos auditeurs puissent aller voir? Parce qu'à YouSpring, tu avais donné pas mal d'exemples pour illustrer ta conférence qui était sur un autre sujet. Donc, est-ce que éventuellement tu peux faire pareil là? Ouais, tout à fait. On a plusieurs exemples qui mettent vraiment bien ça en avant. Alors tous ces exemples se retrouvent sur notre site internet, donc www.ludicius.com. Il suffit d'aller regarder dans notre portfolio. Il y a des fiches détaillées sur tous ces jeux. La plupart sont jouables directement. Donc c'est quelque chose qui est consultable, utilisable, testable par soi-même. Je peux te donner quelques exemples. Ouais, il y en a un qu'on aime beaucoup. C'est un jeu qu'on a fait pour BNP Paribas, qui est vraiment le pur principe de jeu issu du serious game. Enfin, c'est la genèse du serious game même, c'est la simulation de dialogue. C'est des personnages qui se parlent et sur ce dispositif-là, ce qui était extrêmement compliqué pour nous, c'est que le sujet, la pédago, était rébarbative. Mais vraiment, vraiment très rébarbatif, c'est sur la gouvernance IT. C'est donc les procédures et processus que l'on doit mettre en place pour s'assurer la bonne gestion d'un incident et la prévention, etc. Donc c'est très difficile, c'est du réglementaire, ça intéresse personne, bon voilà. Et donc là, le challenge qui nous a été donné, c'était de rendre ça intéressant et donner envie aux gens. Donc on avait là encore pas tellement le choix vu le sujet, une simulation de dialogue, il fallait que ce soit dans le LMS, c'est un module vraiment à part entière. Et en fait, il y a plusieurs méthodes qu'on a mis en place. On a au lieu de jouer directement la personne qui va commettre des erreurs et qui aurait dû appliquer la gouvernance IT, on a fait de l'inversion de rôle. En fait, on joue un responsable d'un apprenti en contrat d'apprentissage et lui commet les erreurs, pas nous. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui permet de faire prendre un petit peu de recul, puisque en fait, on se sent pas coupable, mais en fait si quand même, parce que c'est nous qui l'avons conseillé. Donc il a suivi nos conseils, il a fait ce qu'on a dit, ou il a réinterprété nos conseils si jamais on les a pas formulés correctement. Et donc on retrouve exactement là-dedans les trois phases de jeu, la contextualisation, la mise en situation, la restitution. Et en fait ce qui est sympa, c'est qu'on fait ça un peu avec les mêmes personnages. Dans la contextualisation, on va parler à des collègues qui nous disent qu'il y a un incident et que c'est notre apprenti qui les a collés, donc qui les a causés. Donc il nous explique nos deux collègues un petit peu pourquoi, comment est-ce que c'est arrivé. Ça, c'est tout ce qui nous explique le sujet. Hein. Donc, on commence le jeu par ça. C'est une phase jouable également. Il y a un petit quiz marrant pour voir si on connaît bien la gouvernance IT. Et en fonction de ça, ça va nous orienter vers une mise en situation, donc avec notre apprenti plus ou moins difficile. Et donc ensuite, on change de décor. On a toujours notre avatar, mais on parle à notre apprenti. Et puis, il nous explique qu'il savait pas, que si, que ça. Il nous pose des questions. À nous de répondre correctement, à nous de le conseiller correctement. En fonction du niveau de difficulté, on va avoir des feedbacks immédiats ou pas, c'est-à-dire que si jamais on voit qu'on était en mode facile et que vraiment sur les questions les plus faciles possibles il y a des erreurs, on comprend qu'on a un apprenant qui est en train de décrocher, qui est pas concentré, etc. Donc les meilleures mécaniques les plus efficaces, elles demandent quand même une certaine forme d'implication, donc on les débranche à ce moment-là, malheureusement, mais on est capable de détecter ça. Et puis après cet entretien avec notre apprenti, on va voir un des deux collègues qui va nous demander comment est-ce que tu penses que ça s'est passé. Donc on retrouve justement cette partie auto-évaluation et puis cette partie de débriefing bienveillant qui va nous permettre de lui dire à lui: ah oui, je lui ai dit ça, mais en fait je pense que c'est une erreur. Et c'est bienveillant parce qu'il dit t'inquiète, c'est pas trop tard. On va aller lui dire, comme ça il commettra pas de bêtises. Et donc ça c'est la première moitié du débriefing. La deuxième moitié du débriefing, on voit plus nous, on ne peut plus jouer, on constate les résultats, donc on voit notre apprenti qui parle à la deuxième collègue et qui explique ce qu'il a fait, tout simplement. Il dit voilà ce qu'on m'a conseillé de faire et donc voilà ce que j'ai fait. Et donc la collègue dit oh là là, mais là tu t'apprêtes à créer une catastrophe, on va surtout pas faire ça. Ou au contraire, c'est très bien, je vois que tu as bien compris comment ça fonctionnait. Donc ça c'est tout plein de mécaniques comme ça qu'on met en place pour arriver. Donc il y a la fiche de jeu BNP Paribas gouvernance IT sur notre site. Voilà. Un exemple
Je mettrai le lien. Merci pour cet exemple, Laurent. Donc, merci pour tous ces conseils que tu as donnés. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode et je vais avoir une dernière question pour conclure. Donc, comment est-ce que tu peux convaincre les formateurs et les responsables de formation en entreprise d'adopter cette approche alors que, comme on le disait au début, cette culture de l'erreur est encore mal perçue? Mal comprise, ouais, Oui. tout à fait. C'est souvent ce qu'on dit dans les simulations dans le monde de la santé ou dans le monde de l'aéronautique. Mieux vaut faire l'erreur dans le simulateur que sur le patient ou dans l'avion. Donc c'est le principe. Hein. Le principe, c'est vraiment ça. C'est permettre de créer les erreurs, de les faire, de les causer pour en voir les conséquences, va faire que on comprendra beaucoup mieux et qu'on les aura beaucoup moins en vraie situation. Après, d'une façon générale, l'approche expérientielle, puisque l'apprentissage par l'erreur fait partie de la pédagogie expérientielle, développe d'une façon prouvée par la science la réflexion critique, tout ce qui est analyse et arbitrage des meilleures options, c'est vraiment quelque chose qui est permis par ça. Ça développe la mémoire à long terme, on en parlait tout à l'heure. Ce qui nous challenge est bien mieux retenu parce qu'on le comprend que si juste on nous donne la bonne réponse. Et finalement, il y a un développement de l'autonomie de l'apprenant et quelque chose qui est complètement fondamental pour avoir une meilleure transmission du message pédagogique, qui est notamment permis, cette autonomie, par l'autocorrection des erreurs et par la responsabilisation qu'on peut lui demander via cette inversion de rôle ou les autres mécaniques dont on a pu parler. Donc, comment les convaincre ? Malheureusement, j'aimerais bien qu'ils le soient déjà et que les limitations, ce soit plutôt comment y aller. Comment y aller ? Je pense que j'ai donné quelques pistes. Voilà, s'il faut plus de pistes, je me ferai un plaisir de répondre à des questions après le podcast, avec grand plaisir. Mais oui, tu pourras venir dans un learning café, par exemple, spécial apprentissage par l'erreur. Comme ça, tu pourras répondre aux questions de la communauté. Absolument. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Laurent, pour cet épisode super intéressant sur cet apprentissage par l'erreur. Donc, dans les notes de l'épisode, j'indiquerai ton contact LinkedIn, si nos auditeurs souhaitent se connecter avec toi. Et j'indiquerai également le lien de ton site, donc où ils pourront aller voir les démos et consulter les fiches dont tu as parlé. Absolument. Merci beaucoup, Laurent. Mais merci à toi, merci à tous. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.